la ramène dès qu'on aura switché, on vérifie que ça fonctionne et on vous la ramène. Juste pour vous informer, vous avez un petit timer ici. Vous avez 40 minutes et ça s'éclaire en jaune 5 minutes avant la fin. Ça vous donne un indicateur. Je vous propose de vous installer. Bien, deuxième séquence sur les talents de nos CHU, sur leur capacité à faire. Après le sujet sur les technologies biomédicales, un deuxième temps sur les grands projets immobiliers que nous avons la chance de pouvoir mener et qui, à leur manière aussi, conditionnent une amélioration de l'accès aux soins. Et donc j'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec le professeur Marie-Thérèse Lessia, présidente de la commission médicale du CHU de Grenoble, qui mène un projet d'envergure également à l'échelle de cette ville et de sa région. Et donc avec Yannick Jarret, vont nous présenter les enjeux de cette reconstruction du CHU de Grenoble. Yves Mouchel, lui, témoignera de l'expérience Tourangelle, Abdel Galdi de notre projet toulousain, et puis Laurence Jaime Passio qui va nous présenter le projet hors norme du CHU de Nantes, que tout le monde regarde et admire, mais qui est une manière hors norme de répondre à cet enjeu qui nous réunit, celui de répondre au mieux à l'accès aux soins. Alors, qu'est-ce qu'est la petite zapette ? Très bien. Voilà. Super, merci beaucoup. Bien, la présentation est en fait quelques mots d'introduction. Comment traiter ce sujet de nos grands projets et comment finalement on identifie un lien de cause à effet direct sur l'accessibilité. Et c'est vrai que les 4 présentations que vous allez avoir renvoient à des grands CHU dans des métropoles importantes pour lesquelles les questions de mobilité et d'accessibilité comptent beaucoup, qui sont des complexités autant pour les hôpitaux que pour les agglomérations qui président à ces aménagements. Et l'hôpital, dans ce cadre-là, a toujours une place particulière. Une ville, ça s'identifie par sa gare, par sa mairie et par son hôpital. Et on a vécu ainsi nos hôpitaux, nos hôtels-dieux très ancrés en cœur de ville. Le développement hospitalier s'est fait souvent en dehors de nos villes et puis le mouvement métropolitain a rejoint souvent nos institutions. Donc cette histoire de cette accessibilité, elle existe depuis longtemps, mais encore plus, bien sûr, dans des phénomènes métropolitains que l'on peut connaître. Comment aussi, CHU, on assure cette prise en charge d'excellence, mais on est les hôpitaux de proximité pour notre ville, mais aussi d'être très accessible. Et on sait combien les accès routiers sont des éléments déterminants pour aller jusqu'à nos structures, quand le patient doit venir jusqu'à nous et ainsi ne pas rompre trop le lien social qui existe entre patients, famille, proches. L'ouverture à la ville est un élément important. On voit que nos métropoles, tous les sujets de mobilité sont des sujets qui animent beaucoup toutes les agglomérations. Et ces sujets-là, Yves en parlera, qui sont parfois pas les sujets qui sont les premiers pour nous rejoignent rapidement. Et on verra Yves militer pour que les hôpitaux soient les acteurs de ces réflexions, bien sûr. Et puis, quelques mots sur cet hôpital qui est un laboratoire d'architecture qui s'adapte dans le temps. Et l'architecture hospitalière est à ce titre-là passionnante, mais j'associerai également d'autres dimensions qui vont être évoquées. La dimension hospitalo-universitaire. Nos CHU sont souvent implantés dans des campus hospitalo-universitaires qui en font souvent le quartier de la ville le plus fréquenté parce qu'ils reçoivent tous les patients, tous les professionnels des CHU qui sont les premiers employeurs et tous les étudiants qui fréquentent également nos institutions. Tous ces sujets-là vont être abordés avec cette cible, comment nos réflexions et nos projets répondent à une amélioration de l'accès aux soins dans une fréquentation de nos CHU de plus importante, dans un rôle que nos CHU prennent de plus en plus dans les territoires, et cela face donc à beaucoup d'enjeux. J'ai plaisir à passer la parole au professeur Lessia,
qui va illustrer tous ces enjeux à travers la belle expérience, le beau projet grenoblois. Madame. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. Donc, on va vous parler, je vous laisse passer Yannick, avec Yannick Jarret, directeur des services techniques du grand projet de rénovation du CHU de Grenoble, enfin de son cœur, on va dire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le CHU Grenoble-Alpes, comme son nom l'indique, est au milieu des montagnes, hein, avec 4 massifs dans une cuvette, Grenoble. Et historiquement, il y a 2 sites principaux. Le site qui fait l'objet de la rénovation, qui se situe en bord d'Isère, on va dire vraiment dans la ville, en proximité de la ville. Et puis un deuxième site important également qui a été construit en 1968 pour les Jeux Olympiques, qui est surtout dédié à la traumatologie et aussi à la rééducation et à la gériatrie, qui est plus en périphérie de la ville, du côté, on va dire, sortie côté Oisan. Voilà, et Chirol exactement, donc sur une autre commune. Et jusqu'à présent, donc cet hôpital, donc la particularité, Yannick Jarret va y revenir, c'est que c'est un hôpital grande hauteur, donc sur le site qu'on appelle le site Michalon, de 14 étages, qui a été conçu donc au début des années 70 avec les besoins de l'époque, essentiellement des unités d'hospitalisation, petit secteur en but de consultation, mais c'est tout. Et où, évidemment, avec l'évolution des médicales techniques, des besoins en plateau technique, le virage ambulatoire majeur que l'on a pris avant le Covid à Grenoble, parce qu'on a une proximité justement avec la ville qui fait qu'on est un hôpital à la fois qui porte beaucoup de recours et d'expertise. Et vous savez qu'on est un des premiers trauma centers de France, hein, mais et au-delà, on a toutes les spécialités, ce qui n'est pas le cas de tous les CHU. On traite vraiment toutes les spécialités médicales, chirurgicales et en biologie. Mais donc, avec ce virage ambulatoire qui a dû être pris avant l'histoire du Covid, on s'est retrouvé, on va dire, entre les années, dès les années 90, au niveau des équipes médico-soignantes bloquées pour porter les évolutions dans ce bâtiment. Ce qui fait que l'existant aujourd'hui de ce bâtiment qui fait l'objet du sujet aujourd'hui, quand vous voyez toutes ces couleurs, c'est les couleurs des services et vous pouvez voir à quel point c'est émietté dans les différents plots et les 2 grandes ailes que l'on appelle Beldon et Chartreuse en lien avec les montagnes. Je vous donne en exemple la néphrologie qui est située sur 3 étages, dont l'hémodialyse qui est au 14e étage, les consultations forflues comme la chire de la main qui est au 7e étage ou encore l'ophtalmo au 8e étage, la dermatologie, je suis dermatologue, qui est au 11e étage et je vous passe les problématiques d'ascenseur, de parcours, etc. Donc, et bien évidemment avec ce virage ambulatoire, impossibilité d'agrandir correctement, d'adapter correctement nos hôpitaux de jour notamment. Et c'est le cas par exemple en onco-hémato où encore récemment on a dû faire des bouger d'autres personnes. Enfin bon, c'est vraiment problématique. Donc le démarrage de ce projet immobilier pour nous, médecins, avec nos équipes soignantes, on l'attendait depuis des années. Et il fallait le porter, par contre, dans une cohérence avec le reste. C'est-à-dire que le projet a été, les années précédentes, a été porté par petits bouts. Il y a eu une partie concernant le couple enfant, une partie sur la biologie, une partie. Or là, l'enjeu, et on s'est complètement aligné dans le portage entre la CME et la direction, c'est de dire on travaille, et le socle, c'est bien le projet médical, dans un premier temps, de façon à prendre la globalité de ce que doit être la dynamique médicale sur le CHU en lien avec son territoire, donc en lien avec la notion de gradation des soins, de nos places d'expertise et nos missions universitaires aussi, de façon à repenser l'ensemble et à moduler Michalon pour qu'il soit vraiment en cohérence autour des besoins d'aujourd'hui, mais aussi, et on y reviendra après, des besoins, dans la mesure du possible, de ce qu'on en connaît de demain. Donc aujourd'hui, l'existant sur le plan médical, c'est ça, et puis avec des problématiques de sécurité hôtelière majeures. Merci. Donc c'est vrai que pour reprendre les mots d'introduction,
Je trouve que Grenoble, c'est un bon exemple pour parler de l'évolution de la conception hospitalière. L'architecte Henri Bernard a conçu ce bâtiment en 1972, comme d'autres établissements, d'autres IGH d'ailleurs, d'autres immeubles de grande hauteur, comme à Caen et au Havre. Et c'est vrai que ça incarne bien l'architecture un peu d'après-guerre, monofonctionnelle et centralisée. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est, même si on en est encore très fier et il a bien vieilli, c'est un modèle qui aujourd'hui est dépassé, parce qu'effectivement, il est plus conforme aux attentes aujourd'hui, mais même dès le départ, hein, on est en non-conformité sur la sécurité incendie depuis 1972. Donc il y a ces éléments qui sont quand même strictement réglementaires à pouvoir faire évoluer, mais aussi sur l'inadéquation finalement des circuits logistiques d'aujourd'hui, sur les attentes, en dehors même de confort hôtelier. Il y a la majorité des chambres qui n'ont pas de douche aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est des standards aujourd'hui qui sont à faire évoluer. La fluidification pardon, des parcours, on l'a bien vu sur le schéma, on voit bien que les activités elles sont éclatées sur l'ensemble des étages. Donc il y a aussi un enjeu à ce niveau-là. Et enfin, sur des sujets encore d'actualité, pouvoir faire face et s'adapter face aux crises, quelles qu'elles soient. Et ça, on n'a plus cette modularité qu'on peut attendre aujourd'hui. Voilà, ensuite sur le projet. Donc, le projet, on l'a travaillé. La première étape, ça a été de mobiliser la communauté médicale pour retravailler tous ensemble par spécialité l'existant, quels sont les besoins dans la mesure du possible, les prospectives dans les 5 à 10 ans, en tenant en compte, j'insiste, du territoire, puisqu'on est vraiment dans une logique territoriale, et en prenant en compte aussi un élément qui est arrivé à ce moment-là, qui est la fusion avec le 3e site du CHU, qui est Voiron, qui était un centre hospitalier quand même d'importance dans notre GHT, et on a fusionné. Donc il y a toute une gradation aussi par rapport au plateau technique avec ce CH. Donc on a travaillé activement ce projet médical. L'enjeu, c'était la prospective, c'est donc la gradation des soins, et c'était aussi de dire aux équipes, aux spécialités, d'imaginer comment elles pouvaient s'installer dans ce mi-chalon, ce bâtiment grande hauteur, en proximité, de façon à ce qu'il y ait de la cohérence sur les parcours patients, que ce soit les consultations, l'hôpital de jour, mais aussi les unités d'hospitalisation. Je ne parle pas de mariage, parce qu'on en fait déjà dans le bâtiment, et la mixité des spécialités, on est obligé d'en faire aujourd'hui, mais c'est franchement, sur le plan médical, même sur le plan médico-soignant, c'est très compliqué à gérer, vous le savez. Mais déjà de dire en proximité, puis après on verra comment on gère la question des équipes, etc. Mais de travailler ça. Donc ça a été le premier grand enjeu. Ensuite, on a fait beaucoup de réunions, d'échanges. Bien sûr, on a travaillé, donc proximité très importante avec la direction des soins. Si on n'est pas aligné avec la direction des soins et sur le travail médico-soignant, ça ne peut pas marcher. Donc, vraiment des réunions d'échange multiprofessionnelles, donc multiples. Et bien évidemment, et j'insiste là-dessus, nous sommes des CHU. Nous sommes des services de spécialité avec des expertises qu'il ne faut absolument pas perdre. Et vous savez que c'est une de nos craintes dans nos CHU, et malheureusement, on a des fragilités, et qu'il faut absolument qu'on continue à porter correctement nos missions de formation et de recherche appliquées à l'intérieur même de là où on prend en charge les patients, donc au plus proche dans les services. Donc, comment intégrer? Donc, on a fait participer les étudiants, bien évidemment, et on s'est beaucoup concerté également avec les acteurs universitaires et tout le microcosme, ce qu'on appelle le campus technologie santé. Et puis, dans ce mi-chalon, on a réintégré des services cliniques qui étaient actuellement dans des pavillons, avec le souci, pareil, de transport de patients, etc. Donc, pour aboutir, on le voit, je crois que c'est sur la diapo d'après qu'on le verra, mais sur intégrer tout ça avec tout ce qui est en but, donc les consultations, les hôpitaux de jour sur les étages bas, et les unités d'hospitalisation ensuite, et puis une partie du tertiaire, une partie sur les étages plus hauts, et en intégrant, je le redis, des espaces pour la formation et la recherche au sein même des services, parce qu'autrement, ça ne peut pas marcher. Donc ça a été notre enjeu majeur. Je regarde en même temps et je passe la parole.
Oui, vous l'avez compris, l'enjeu et l'aspect central de notre schéma directeur est de repenser l'organisation et l'accès aux soins en regroupant les parcours et les activités non programmées, programmées, les activités, enfin les parties flux aussi adultes, enfants, fort flux et patients couchés. Le- L'enjeu aussi, et pour faire le lien avec le levier de la sobriété énergétique, cette gestion différenciée nous permet aussi de finalement arrêter de ventiler, chauffer, refroidir des secteurs et parfois même des niveaux entiers où il n'y a pas de nuitée ni de patients le week-end. Et donc ça, c'est aussi un aspect fort de cette réorganisation et de cette modularité. Ensuite, la transformation, ce qu'on appelle hybride, entre le fait d'articuler la rénovation et la reconstruction, c'était de trouver le bon maillon en termes de mètres carrés et de superficie pour la partie à reconstruire, qui nous servait un petit peu aussi de rocade pour pouvoir rénover ce bâtiment, cet IGH qui est, vous l'avez vu dans la première illustration, qui est plein. Marie-Thérèse Leccia était revenue sur le fait de pouvoir rouvrir une toute petite activité où on a dû faire une dizaine de déménagements pour y arriver. Donc aujourd'hui, le réhabiliter et réhabiliter 84 000 m², effectivement, l'enjeu, c'était de pouvoir aussi d'avoir une bonne dose d'unités tiroirs. Et donc ce nouveau bâtiment qui fait quand même 46 000 m², bien restructuré sur la partie ambulatoire et hospitalisation, nous permet cette réorganisation. Je termine très rapidement aussi sur l'aspect, j'avais mis le petit balancier, sur les enjeux contemporains de transformation de nos hôpitaux, qui sont un peu à l'intersection de principes qui sont contradictoires parfois. Je l'ai marqué ici sur le fait qu'on doit pouvoir garantir la confidentialité tout en maintenant l'accessibilité pour tous. Donc ça, c'est parfois des éléments contradictoires. Également aussi sur la partie sobriété, où à la fois on essaye d'être plus sobre, mais on doit répondre à toutes les normes. Et aujourd'hui, on le voit quand on réhabilite nos réa, par exemple, qui aujourd'hui n'avaient pas forcément tous les systèmes, les normes de ventilation. Aujourd'hui, on voit bien que finalement, on est beaucoup moins sobre pour répondre à ces normes. Et pareil sur les enjeux finalement budgétaires et référentiels, où on doit répondre à ces contraintes et ces enjeux, tout en essayant d'être finalement le plus visionnaire pour laisser une partie de soupape et de développement. Juste aussi, on nous a demandé, donc le travail, on a été accompagné, et je remercie le CSIS, puisque c'est un projet d'envergure donc, qui a été accompagné par le CSIS. Au départ, on a demandé de travailler le fait de détruire les étages du haut. Bien évidemment que ce n'était pas possible parce que toute la difficulté, là aussi de la rénovation, c'est en site occupé. Et on est content d'avoir ces étages du haut parce que là, c'est pareil. Le projet médical dont je vous parle, maintenant, on va attaquer la phase travaux. Peut-être qu'il va évoluer dans les 50 travaux qui viennent. On ne sait pas ce qu'est demain en termes de crise sanitaire, en termes de crise climatique. Et peut-être que ces étages hauts, on va en avoir besoin pour des backups d'unités d'hospitalisation. Donc ça, c'est une richesse pour nous d'avoir ces étages hauts. La deuxième chose, c'est qu'on travaille vraiment en proximité avec la métro, la ville et je disais tous les acteurs parce qu'il y a tout autour de ce bâtiment. On a une réserve foncière d'une part avec des pavillons ou justement campus technologique santé, des projets autour de l'odontologie, un centre des femmes, etc. Donc ça, il faut bien... C'est pour ça que c'est des projets vraiment territoriaux, intégrés avec les besoins de santé de la ville, du territoire et avec on va dire, être calé politiquement avec ces enjeux-là. Et donc voilà, donc ce que je dirais pour terminer, c'est que il faut absolument dans ces projets qu'on puisse avoir de l'agilité, de l'adaptabilité. Et quelque part, c'est ce qu'on essaye de garder et ce qu'on continue à travailler au fil de l'eau, là, avec le début des travaux qu'on démarrait pour la radiothérapie, pour le déménagement du SAMU et bientôt pour le parking. Très bien, merci beaucoup à vous. Votre projet est exemplaire à la fois de la complexité de notre CHU, mais aussi vous nous rendez admiratifs des solutions que l'on trouve. Bravo à vous. Alors si on change de focale, Evie, comment
un CHU se marie avec son agglomération et comment on peut conjuguer les contraintes des uns et des autres. Bonjour à tous, merci beaucoup. Pour commencer, je voudrais dire un mot un peu fort. Il faut que l'hôpital public et les CHU arrêtent d'être l'idiot utile de l'aménagement du territoire, en fait. C'est important, en fait. Cette phrase-là, elle signifie quelque chose. Un hôpital, un CHU, c'est un quartier de ville dans une ville, c'est une ville dans une métropole. Et à ce titre-là, certains territoires digèrent plus ou moins bien les CHU qui les composent en revendiquant eux-mêmes d'être des métropoles, d'être des centralités urbaines, par le fait qu'ils ont des CHU. Pour autant, les CHU sont soumis à des contraintes importantes qui pèsent sur eux et qui font que quelquefois leur développement sont bridés par un certain nombre de règles de droit qui ne sont pas du tout à la main des CHU et sur lesquelles les CHU ne sont pas tout à fait ou suffisamment concertés. Donc là, je vous ai juste mis sur une diapo, ce n'est pas le sujet le plus utile, c'est les éléments qui encadrent l'aménagement du territoire et en particulier l'aménagement des territoires métropolitains. Donc on a des schémas régionaux de développement durable et d'aménagement du territoire. On a des schémas de cohérence territoriaux, qui s'imposent au PLU. Donc quand le SCOT dit quelque chose, le PLU doit respecter ce qui est écrit dans le SCOT. Par ailleurs, il y a les PLU métropolitains, avec toutes les difficultés qu'on connaît sur les territoires, à ce que les communes s'accordent elles-mêmes sur les règles d'urbanisme qu'elles veulent imposer. Et quelquefois, le plus petit dénominateur commun, c'est celui qui ne va pas forcément dans le sens de l'intérêt de l'établissement de santé. On a des plans de mobilité et quelquefois, et on a nous la chance de vivre ça, mais à peu près tout le monde a la chance de vivre ça compte tenu de la géographie des territoires d'implantation des établissements importants. On a souvent des plans de prévention des risques naturels, souvent d'inondation pour les établissements de santé, qui s'imposent à nous. Quelquefois des plans de prévention des risques technologiques, parce que quelquefois les hôpitaux se sont implantés à proximité de choses qui sont dangereuses. Donc juste rappeler en fait qu'aujourd'hui, en termes d'urbanisme, la question de la santé, elle est regardée par le législateur à travers l'angle de la santé publique. C'est vraiment la transformation de la pensée de la fabrication de la ville du 19e siècle, où on fabrique des avenues pour améliorer l'hygiène publique, la salubrité publique. Et donc aujourd'hui, on trouve encore des traces dans le code de l'urbanisme et dans l'évolution des textes législatifs de cette présence de l'hygiène publique dans la manière dont on regarde l'hôpital. L'hôpital, c'est d'abord un lieu de soins, c'est vrai, mais ça n'est pour la réglementation d'urbanisme qu'un lieu de soins qui vise à regarder la qualité de l'air, la qualité de l'eau, presque pas le parcours de soins de prise en charge du patient. Et à ce titre-là, ce qui est assez illustratif de mon propos, c'est l'article L132 du Code de l'urbanisme qui ne fait pas des établissements de santé qui sont des villes dans les villes, une personne publique associée aux évolutions des règles d'urbanisme. Les DT-ARS le sont, les ARS le sont, mais elles le sont sous l'angle est-ce que ça fait du bruit, est-ce que ça fait de la pollution que de vivre dans une ville qui évolue. Ben non, je suis désolé de vous dire et de le dire à tout le monde, l'établissement de santé qu'est un CHU, c'est un objet essentiel de centralité, de polarisation de l'activité de la ville. Et donc, c'est un aimant pour des voitures, c'est un aimant pour du transport en commun, c'est un aimant pour des pratiques qui relèvent de l'urgence et qui nécessitent une prise en compte particulière dans le réseau viaire, dans le réseau de transport en commun et dans le maillage de stationnement qui doit entourer de manière bienveillante ce territoire singulier qu'est l'espace hospitalier. Alors le cas de Tours, c'est rigolo parce que le montage de la diapo a bougé les lignes, donc du coup ça ne ressemble plus à rien, mais Tours c'est 5 lieux de soins principaux et 5 lieux de soins principaux qui sont irrigués par une ville avec des réseaux de voirie, l'autoroute A10 qui traverse la ville de Tours, et 2 éléments un peu structurants nouveaux qui apparaissent dans le paysage de manière très forte ces dernières années, qui existent depuis des siècles. C'est la présence d'un plan de prévention des risques d'inondation qui superpose la totalité du risque au cœur de ville, donc entre Loire et Cher à Tours, on a à peu près tous nos gros hôpitaux à risque en fait. On n'a pas toute l'activité chirurgicale, elle est sur le plateau, mais on a quand même toute la cancéro, la maternité, les activités d'urgence neuro qui sont dans le cœur de Tours, et l'ensemble des activités pédiatriques sont doublement frappées d'une difficulté, cœur inondable
cœur de ville sauvegardé, et donc des vraies difficultés d'évoluer. Et puis en plus, on est vraiment dans la ville, on est vraiment à 200 mètres de l'hôtel de ville, dans une ville qui est de moins en moins accessible aux voitures. On va en reparler. Et ce que vous voyez en jaune et rouge, c'est des projets de transport en commun. La ligne jaune, elle existe, elle ne passait pas à côté de l'hôpital, et c'est à ce titre-là que je vous dis, il ne faut pas qu'on soit l'idiot utile de l'aménagement de la ville. C'est-à-dire que le projet de tramway, deuxième ligne, son slogan, c'est « Relions les hôpitaux ». Oui, on va passer relativement loin finalement des hôpitaux. On voulait qu'on passe beaucoup plus près. Finalement, on va passer à proximité relative. Ça dépend d'où on regarde. D'un satellite, on est carrément sur l'hôpital. De l'usager, on est quand même un peu loin de l'hôpital, surtout de l'usager hospitalier, qui a un usager pas forcément tout le temps véloce. Juste la petite image qui est en bas à droite, c'est le projet métropolitain. En 2017, l'agglomération de Tours devient métropole. C'est la loi NOTRe qui fait qu'on transforme un certain nombre de territoires avec des prérogatives qui sont celles d'acquérir le statut de métropole et donc des prérogatives qui lui sont déléguées d'aménagement du territoire. Dans le projet métropolitain, le mot hôpital n'apparaît nulle part. Voilà. C'est quand même complètement symptomatique de ce qu'est le regard que porte ce territoire sur un établissement de santé. Pour autant, dans les discours, on va dire c'est important, nous on doit être métropole parce qu'on a un CHU. Dans le projet métropolitain, le mot CHU n'apparaît pas. Il n'est pas très grand ce projet métropolitain, il fait 25 pages. On aurait pu voir le mot hôpital dedans. Non, il n'y est pas. Ah, je vais dans le mauvais sens, donc je ne vais pas nous faire gagner du temps si je ne vais pas dans le bon sens. Voilà, alors ça c'est juste pour vous illustrer ce qu'est le site de Trousseau, c'est le site chirurgical, essentiellement chirurgical. On a aussi un bâtiment d'Henri Bernard, une tour de 14 étages également, au cœur d'une prairie, nous. On est encore dans la ville qui commence à phagocyter l'espace vierge. Dans les années 70, on était vraiment au milieu des champs, avec une autoroute qui s'est construite au milieu des années 80. Et puis maintenant, on a quasiment, on a la totalité du périmètre de l'hôpital qui est entouré de pavillons, ce qui est d'ailleurs un questionnement qu'on doit se poser sur c'est quoi la densité de la ville autour d'un hôpital. Oui, un hôpital, ça génère des contraintes, mais on ne peut pas du coup considérer qu'à côté, on n'a que de l'activité soit de loisirs, soit des pavillons dans lesquels, au fond du jardin, on a des piscines. Parce que forcément, quand vous y mettez les urgences, on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui disent « Ah mais c'est compliqué de vivre à côté d'un hôpital ». Oui, en même temps, il était là quand vous vous êtes installé. Personne ne vous a jamais rien dit sur ce sujet. Et d'ailleurs, la ville n'a pas été pensée en vous disant que ça serait mieux de faire autour des résidences étudiantes, des résidences, des pépinières d'entreprise, des lieux de densité urbaine. Oui, je vais très vite. Et donc là, c'est juste pour vous dire que la question de construire des hôpitaux, c'est d'abord une question d'aménagement avant d'être des questions d'urbanisme opérationnel. L'urbanisme opérationnel, c'est obtenir des droits de construire quelque chose une fois qu'on l'a défini, ce qu'a très bien dit Yannick tout à l'heure et le professeur Getchia, de dire voilà ce qu'on veut construire. Nous, on veut construire quelque chose. Ce qu'on veut construire, c'est remonter des établissements de santé qui sont dans des lieux à risque pour améliorer un certain nombre de facteurs de traitement du soin. Donc ça, c'est les images. Les hôpitaux de Tours en transformation, c'est 2 grands projets en cours de développement. Il y en a un qui est bientôt fini, c'est celui qui est en bas, c'est un hôpital psychiatrique. Et celui qui est en haut, c'est celui qui est en cours de construction. C'est un hôpital MCO avec 25 blocs opératoires, 13 salles interventionnelles, 420 lits. Et donc, juste l'illustration de droite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'un tramway, d'un projet de schéma directeur qui s'organise autour d'un transport en commun qu'on pense arriver au cœur de l'hôpital et qui finalement va juste le tangenter. Le dernier point, c'est Clocheville, c'est l'hôpital pédiatrique. Lui fait la synthèse de tout ce que sont les contraintes qui pèsent sur une ville qui se transforme. Non pas qu'elle se veuille malveillante à l'intention de l'hôpital, mais elle a ses propres dynamiques d'évolution, la ville. Et dans ses propres dynamiques d'évolution, il y a des contraintes importantes qui pèsent sur l'hôpital. Vous voyez tous les transformations de la mobilité douce dans les cœurs de ville, qui induisent des réductions de capacité des réseaux de voirie à voir véhiculer des véhicules, y compris d'urgence dessus. Et moi, je me rappelle de débats importants qu'on a eus avec les élus du territoire pour dire « Ok, on est ravis que le tramway arrive, mais s'il vous plaît, faites en sorte que ce tramway, le centre de la plateforme du tramway ne soit pas fait en herbe, parce que, basiquement, quand on doit faire venir la grande échelle des pompiers à l'hôpital pour éteindre un feu, j'espère que ça ne se produira pas, hein, mais si jamais on doit faire venir, je préfère que le camion de pompiers ne fasse pas de la patinette sur de l'herbe. Et pour obtenir gain de cause, il a fallu que la préfète se mêle à la discussion pour obtenir ça. Donc voilà, c'est quand même des enjeux importants que de considérer que les contraintes qui pèsent sur nos implantations sont celles avec lesquelles on doit composer pour porter nos projets. Voilà ce que je voulais vous proposer de dire.
Super, merci beaucoup Evie. Et le Pulse se complexifie, mais il y a les solutions. Alors, Toulouse, grande métropole, on va peut-être se répéter un peu, Abdel. Oui, merci Monsieur le Directeur Général. Donc je comprends à travers l'intervention des uns et des autres que je dois rattraper un peu le retard. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Alors sur Toulouse, je vais me lever pour vous parler de notre projet d'extension de l'hôpital des enfants. Je rappelle qu'il est sur le site de Purpan. Donc ce projet, il fait partie bien sûr de la liste de toutes nos opérations en programmation. On est sur le site principal qui fait à peu près 350 000 m² de surface exploitée. Et donc bien sûr sur le site de Purpan, c'est un hôpital très classique, hein. On avait une conception initiale avec des pavillons et puis très vite on est arrivé à l'hôpital en monobloc et surtout plusieurs blocs puisque Purpan c'est un hôpital d'hôpitaux avec bien sûr des surfaces qui sont très très importantes. Et sur l'hôpital des enfants, on a un projet d'extension où on va doubler la surface de l'actuel hôpital pédiatrique. Donc ce doublement de surface, il génère des difficultés, des contraintes. Le premier, c'est celui de l'accès. Et comme on est sur le thème de l'accessibilité, c'est comment on a réfléchi justement cette opération pour répondre aux problématiques d'accessibilité. Donc sur cette opération, le point le plus important qu'il faut avoir en tête, c'est que sur notre site de Purpan, on a un axe principal qui est l'axe du tramway. On a la chance justement à Toulouse d'avoir un tramway qui dépose vraiment au pied des bâtiments. Et donc logiquement, j'allais dire intuitivement, on a conçu notre opération de la sorte, c'est-à-dire avec un accès simple sur le tramway et puis surtout sur notre parvis principal qui lui a une largeur de 50 mètres, ce qui fait du coup un parvis qui est suffisamment aéré et qui permet du coup d'absorber des flux supplémentaires pour l'avenir. Sur cette extension de l'hôpital des enfants, on l'a vraiment conçu en essayant de séparer les flux de telle sorte à ne pas concentrer, j'allais dire, les tensions, bien sûr, sur l'entrée principale de l'hôpital des enfants. Et donc, on a essayé de délester au maximum la voie principale. Donc, on a séparé, bien sûr, l'axe rouge pour l'accès urgence pédiatrique en le mettant à l'arrière du bâtiment avec une voie dédiée. On a essayé aussi de séparer l'accès au parking souterrain. Je rappelle que nos patients viennent encore en voiture à l'hôpital et donc il faut qu'on intègre aussi les problématiques de stationnement. Et nous avons fait le choix d'intégrer un parking souterrain pour répondre à ce besoin-là. Et puis par ailleurs, on a aussi réfléchi bien sûr à nos accès logistiques puisqu'il y a des gros flux logistiques qui arrivent au niveau de l'hôpital. Et là aussi, on a essayé de préserver notre accès principal arrière qui permet du coup de desservir l'ensemble de nos bâtiments. Alors sur l'accès aux soins, bon, on en a longuement parlé, hein. L'idée c'est bien sûr d'essayer de séparer les flux, de voir quand on peut, avec une concertation avec les acteurs de la ville, pouvoir avoir des modes doux et des possibilités de desserte des différents bâtiments. Je l'ai dit, on a la chance d'avoir le tramway, mais on a aussi le bus, les pistes cyclables et puis les voies piétonnes qui arrivent vraiment au pied de nos bâtiments. Et puis aussi avoir une réflexion en parcours patient, de telle sorte à pouvoir organiser les prises en charge de façon séparée et intelligente. Alors, je vous ai parlé de l'extérieur, un petit focus de l'intérieur du projet. Donc, j'allais dire, on est au stade de la programmation. Et vous voyez qu'en fait, on a essayé, avec les dégradés de couleurs, qui correspondent en fait à une gradation de la prise en charge ou la typologie de la prise en charge, de telle sorte à pouvoir implanter toutes les activités ambulatoires en proximité des différents accès, et puis toutes les activités un peu plus lourdes regroupées de façon un peu plus éloignée du hall d'accueil. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'organisation par plateau, bien sûr avec des rapprochements et des liaisons fonctionnelles vitales, primaires, urgences, soins critiques, plateau technique, et puis imagerie et urgence. Et puis sur l'hôpital des enfants, un petit focus aussi sur des réponses auxquelles on a voulu apporter, enfin des questions qui nous ont été posées lors de la programmation et qui concernent l'interconnexion de nos différents bâtiments. Je vous le disais tout à l'heure, on a la chance à Purpan d'avoir, on va dire, 4 ou 5 grands bâtiments qui sont proches. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de les connecter. Et donc, on a aussi prévu des passerelles de liaison entre les différents bâtiments, de telle sorte à ce qu'on puisse vraiment avoir une fluidité et une connexion avec l'ensemble des services de soins.
Et je passe la parole rapidement au CHU de Nantes. Merci beaucoup, Abdel. Bon, là, on va faire waouh, hein, Philippe. Je ne sais pas, il est parti, Philippe. Là, c'est le projet hors norme. Alors, Laurence, celui qu'on admire tous, là, le grand paquebot nantais. Oui, alors effectivement, le projet de nouvel hôpital du CHU de Nantes est un investissement public qui est hors norme, qui est considérable, 220 000 m², 1,2 milliard d'euros. Ça nous engage à être particulièrement exigeants sur les deux enjeux qui sont un peu l'ADN des CHU, le fait d'être véritablement accessible à tous et de pouvoir aussi être à la pointe et durablement à la pointe. Donc tout ça, ça va se jouer au niveau du projet immobilier, aussi bien sur le choix d'implantation de l'hôpital que sur sa conception architecturale, mais aussi sur l'organisation et les usages qu'on va pouvoir y déployer. Alors, un hôpital ouvert à tous, qu'est-ce que cela veut dire? Évidemment, c'est de répondre à l'impératif d'accessibilité pour les gens. Et quand je dis les gens, je pense aux patients, mais je pense aussi aux citoyens et je pense aussi aux professionnels. Je vais peut-être passer un petit peu plus vite là-dessus. Ça a été assez largement dit par mes collègues. Mais pour autant, la position de l'hôpital au cœur de la ville, hein, vous le voyez sur cette diapositive, à la fois sur la photo qui est en haut à gauche, où on voit l'hôpital au cœur de l'île de Nantes, qui est elle-même au cœur de la ville. Évidemment, on voit bien que ce projet hospitalier est un projet urbain et nécessite la mise en place de nouvelles lignes de transport, une réflexion sur les circulations, une réflexion sur les stationnements et donc une articulation étroite avec la métropole, comme on a pu déjà l'évoquer. Je voudrais peut-être aussi aborder un autre aspect de cette notion d'accès ou d'accessibilité. L'accessibilité, elle n'est pas que physique. L'accessibilité, pour nous, c'est aussi une accessibilité d'usage, une facilité d'usage. Et donc, on a vraiment à cœur que ce nouvel hôpital, il soit aussi pensé pour être facile à utiliser, pour qu'on trouve facilement ce qu'on cherche. On ne le dit pas souvent assez, ce n'est pas toujours le cas dans nos structures hospitalières. Alors, on a finalement beaucoup de points communs avec le projet toulousain. La conception architecturale, elle est facilitante. On a une logique pavillonnaire reliée par des passerelles. On a un hôpital qui est ouvert sur la ville, avec une grande porosité sur le quartier qui est autour. Et on a une organisation aussi des bâtiments qui est pensée autour du parcours des patients. Et on voit bien on arrive un peu tous aux mêmes conclusions, avec des bâtiments qui sont dédiés à l'hospitalisation, qui sont ceux qui sont en bord de Loire, en bas du site. Des bâtiments dédiés aux soins critiques, qui sont ceux qui vont être situés au nord de la parcelle, en connexion directe avec le plateau technique, qui est le cœur du site. Au-delà même de ce sujet de la facilité d'usage, on veut aussi, nous, à Nantes, faire de ce nouvel hôpital un vrai lieu pour le public. Et donc là, j'élargis encore un petit peu la notion d'accessibilité, d'accès. Et on voudrait vraiment faire un pas de plus avec un établissement où on puisse avoir envie de venir, où on ne soit pas effrayé de venir, qui ne génère pas de l'anxiété, mais qui génère plutôt du bien-être. C'est l'hôpital à hauteur humaine. On est assez proche de l'hôpital à l'échelle humaine que je viens de voir sur la diapo de mon collègue. Et comment fait-on? On travaille d'abord sur l'ergonomie. Ergonomie pour les professionnels qui sont des usagers de l'hôpital. Donc ça passe par tout un tas de leviers, hein, le traitement de la lumière, le traitement du confort thermique, les technologies, l'installation de rails dans les chambres, le fait d'avoir des évacuations de déchets pneumatiques. Enfin, on a de multiples exemples de la façon dont un projet immobilier permet d'améliorer cette ergonomie. C'est aussi la notion de confort pour les patients. Les chambres seules en sont un exemple. Mais au-delà de ça, on a aussi dans ce souhait d'avoir un hôpital à hauteur humaine, vraiment un enjeu de pouvoir casser les codes hospitaliers en s'appuyant sur les couleurs, la colorimétrie, en s'appuyant sur la signalétique, en s'appuyant aussi sur la végétalisation. Et pour pouvoir vraiment permettre à l'ensemble des professionnels, des usagers, d'investir l'hôpital, d'investir ces espaces publics, les halls, les rues, les places,
de manière peut-être à pouvoir inventer aussi de nouveaux usages. Alors, pour vous donner un exemple, on a récemment mis en place un hackathon en lien avec l'école du design de Nantes et des professionnels en leur disant tenez, on a un vaste espace dévolu au restaurant du personnel. Il sert quelques heures par jour, c'est quand même dommage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir imaginer d'autres usages et faire vivre ce lieu au-delà de ces quelques heures par jour? Alors, autre enjeu majeur, tout à fait, merci. Autre enjeu majeur de ce projet immobilier, c'est l'innovation. Comment le projet immobilier sert l'innovation? Comment il contribue à créer un environnement propice? Ça se matérialise à Nantes dans le quartier de la santé. L'hôpital est au cœur d'un nouveau quartier. Et ce quartier va permettre de réaliser très concrètement la synergie du soin, de l'enseignement, de la recherche, de l'innovation, parce qu'on a la grande chance d'avoir une unité de lieu et même une unité de temps. Dans cet espace de ce nouveau quartier, on a le nouvel hôpital donc, qui sort en 2027. On a un projet de station d'innovation pour des startups et des entreprises qui va sortir avant, dès 2025. On a la nouvelle faculté de santé en 2031 et on a les instituts de recherche en santé concomitamment à l'ouverture de l'hôpital en 2027. Et cette conception, elle imbrique aussi les bâtiments, elle imbrique les usages. Pour vous donner un exemple, la recherche dans le nouvel hôpital, c'est un institut de recherche en santé qui est l'un de nos 13 bâtiments. C'est la possibilité de centraliser les UIC au sein d'un bâtiment dédié aussi de l'hôpital. Mais c'est aussi la possibilité d'avoir au sein de la faculté des laboratoires et d'avoir au sein de cette fabrique de l'innovation la proximité avec les entreprises et les startups, tout ça dans un espace très, très ramassé. Donc cette mutualisation des locaux, elle est génératrice de projets, elle est génératrice d'interactions. Et on sait que sur des sujets comme la boucle d'innovation autour de la donnée de santé, par exemple, on va avoir là un écosystème extrêmement porteur. Au-delà de cette unité de lieu, l'innovation, elle est aussi au cœur du projet, parce qu'évidemment, un nouveau projet immobilier, ça ouvre des possibilités importantes en termes d'intégration de l'innovation dès l'ouverture. On intègre plus facilement les nouvelles technologies, l'hôpital numérique, les investissements par rapport à la transition écologique aussi, la robotisation, la digitalisation. Ça permet aussi, et il ne faut vraiment pas mésestimer cette dimension-là, une innovation organisationnelle qui n'est plus limitée par les locaux, donc ça booste l'innovation organisationnelle. Vous en parliez, madame, tout à l'heure, on a la possibilité d'avoir des plateaux d'hospitalisation de 64 lits dans lesquels on a un terrain de jeu important pour les équipes, pour imaginer des nouvelles proximités entre les disciplines, pour imaginer aussi des nouvelles manières de prendre en charge la logistique du dernier mètre, pour libérer un peu les soignants d'un certain nombre de tâches. Et ça, vraiment, l'architecture nous le facilite. J'aimerais aussi insister sur un point, c'est que c'est bien d'être en capacité d'innover à l'ouverture de l'hôpital. C'est important aussi que cette innovation, on puisse la garder aussi pour l'avenir. On ne construit pas pour 10 ans, on construit pour beaucoup plus longtemps que ça. Et donc, dans notre réflexion sur ce projet immobilier, on intègre aussi cet avenir en ayant une logique de réserve foncière, de mesures conservatoires, d'évolutivité aussi de nos choix, qui permet de préserver tout ce qu'on pourra faire et décider à l'avenir. Donc finalement, le fil rouge de toutes ces avancées, c'est d'avoir vraiment un hôpital qui soit cœur de réseau, qui nous permet de faire le lien entre la ville et l'hôpital, on l'a vu, entre le soin, l'enseignement, la recherche, la formation, entre les professionnels, les usagers et les soignants et les patients, et puis tout simplement peut-être entre le présent et l'avenir. Et donc on va pouvoir faire ce lien particulièrement, vous voyez, très prochainement, puisqu'on a des grandes journées portes ouvertes qui se préparent le 7 et 8 juin, et on a déjà plus de 4000 inscrits, donc je pense que ça va être... on va faire du lien. Très bien, merci beaucoup à vous quatre, c'est superbe. Nos CHU sont vraiment beaux et sont de très beaux laboratoires d'architecture. Merci à vous.